Bienvenue chez moi. Alors j'ai acheté un poster de bibliothèque, ça fait toujours plus sérieux en toile de fond. Dans cette première vidéo, je me propose de vous parler de la notion de justice. Donc, dans ma volonté de renouer avec le concept de politique, il y a nécessairement recours à la justice dans la mesure où elle régule les rapports entre les individus. On comprend son importance lorsqu'on garde en mémoire que j'ai indiqué dans ma première vidéo le fait que la politique consiste à opérer un équilibre entre l'un et le multiple, entre l'individu et sa communauté d'appartenance. Et c'est dans cette optique que la justice nous intéresse. Donc la justice consiste à proprement parler à rendre à chacun son dû. Les Romains qui s'y connaissaient parlaient du suum cuique tribuere, c'est-à-dire rendre à chacun son dû, littéralement. Son dû, c'est-à-dire aussi bien les biens qui reviennent à chacun que la place assignée à chacun au sein de la communauté. Alors, qu'est-ce que la justice? La justice est avant toute chose une vertu. Les Grecs nous l'enseignent, et comme toutes les vertus chez les Grecs, celle-ci n'a de sens qu'à partir du moment où on l'exerce. Savoir qu'est-ce qu'une vertu, c'est une chose, ne pas la mettre en application, c'est tout simplement ne pas être vertueux. Et il y a un auteur grec qui établit en gros un catalogue de ces vertus, qui intervient au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Aristote, et pour lequel la justice est véritablement la vertu politique par excellence. Ça nous intéresse en particulier. Alors Aristote traite des vertus dans un célèbre ouvrage intitulé Éthique à Nicomaque. Alors c'est Nicomaque et pas Nicomaque. Non, je le dis parce que je vais avoir droit à des commentaires désopilants sur Internet. C'est la règle du jeu. Donc Nicomaque, c'était à la fois le fils et le père d'Aristote. Nicomaque, c'est la mère d'on ne sait qui. Bref, Aristote étudie donc les vertus dans son ouvrage Éthique à Nicomaque, donc le courage, l'amitié, la sagesse, etc. Et il consacre le livre 5, on parlait de livre, on parle aujourd'hui de chapitre, le livre 5 de son ouvrage, à la vertu politique par excellence, donc, qui est la vertu de justice. Alors schématiquement, il établit tout d'abord une distinction entre ce qu'on pourrait appeler le droit naturel, ce qui s'appelle le droit naturel, ce qu'il appelle pas tel dans son ouvrage, mais aujourd'hui on parle de droit naturel. Et le droit naturel est valable de tout temps et en tout lieu, et il l'oppose au droit, je dirais, conventionnel. C'est pas véritablement la traduction, c'est moi qui vous donne ces termes, c'est pas exactement la traduction dans les principales traductions justement françaises à laquelle on a accès à cet ouvrage, mais donc droit naturel d'un côté et droit conventionnel de l'autre. Il oppose les deux, le droit conventionnel étant celui qui découle de la loi, du respect de la loi. Le droit naturel serait une sorte de légitimité transcendant les particularismes, les traditions. Le droit conventionnel serait plutôt ancré, bien sûr, les conventions, sur les traditions historiques. Il serait donc légal relativement au respect de la loi. Donc, pour aider à faire comprendre ça, je vais prendre un exemple rapidement, issu d'un ouvrage de Léo Strauss, qui est un philosophe politique. Dans cet ouvrage, il énonce l'exemple qui suit. Il parle de deux enfants, un grand enfant, un petit enfant. Le grand enfant possède un petit manteau, et le petit enfant possède un grand manteau. Alors, vis-à-vis de cet état de fait, la justice conventionnelle contemporaine, quel est le regard de la justice conventionnelle contemporaine? Eh bien, la personne qui se dit libérale va tout simplement dire il n'y a rien à changer à cet état de fait, chacun possède un manteau, et en vertu de la valeur propriété, on peut juste constater que le grand enfant possède un petit manteau, que le petit enfant possède un grand manteau. Ça, c'est la position libérale qui reconnaît un statut majeur à la valeur de propriété.
En face de lui, son cousin, le socialiste, ne l'entend pas de cette oreille et il est beaucoup plus sensible à la solidarité. Il fait intervenir, lui, avant tout, la valeur égalité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mobiliser l'État, et au moyen de l'imposition, il va faire en sorte que la société, que l'État, finance le même manteau pour le grand enfant et pour le petit enfant. Autrement dit, dans notre cas, que l'État achète un grand manteau au grand enfant. Donc, dans un cas, le libéral s'appuie sur la vertu, la valeur de propriété. Dans l'autre, le socialiste sera davantage enclin à favoriser l'égalité. Or, dans un tel cas, que stipule le droit naturel, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'aurait fait la nature si elle avait dû offrir des manteaux à chaque enfant? Eh bien, tout simplement, elle nous conseille d'intervertir les manteaux, c'est-à-dire d'offrir le grand manteau au grand enfant et le petit manteau au petit enfant. On voit, le droit naturel fait fi totalement des traditions, aussi bien celles qui s'appuient sur la valeur propriété que celles qui s'appuient sur la valeur égalité. Ce qui l'intéresse, c'est une sorte d'équité, rendre à chacun ce qui lui est dû. Bon, je ferme cette parenthèse sur le droit naturel. C'est une notion en philosophie politique très importante que beaucoup de gens, à laquelle beaucoup de gens sont très rarement confrontés. Il était important que je la signale. Je reviens à la justice conventionnelle. Aristote établit une distinction entre deux sortes de justice particulières au sens où elles font intervenir l'individu. Il faut savoir qu'avant lui, cette conception des choses existait déjà et elle a couru tout au long de notre histoire politique. Ce n'est pas un caprice de sa part. Donc il distingue d'un côté une justice de type commutative et une justice de type distributive. Ce sont les deux, là pour le coup, ce sont véritablement les deux traductions auxquelles nous avons droit dans les principales traductions de l'éthique à Nicomaque. Donc la justice commutative, c'est celle qui régule les rapports entre individus. C'est une justice du donnant-donnant, c'est une justice que dorénavant je vais appeler une justice économique, de type économique. La justice distributive, quant à elle, régule les rapports entre l'individu et la communauté. La communauté, parfois par le biais de l'État. L'État, c'est comme un petit peu la partie émergée d'un iceberg. L'iceberg étant la communauté. Entre l'individu et la communauté, la justice distributive intervient. Donc celle-là, en vertu de ce que j'ai dit dans ma première vidéo, elle est véritablement politique. Donc justice commutative, réglant les rapports entre individus, elle est économique. La justice distributive, entre l'individu et la communauté d'appartenance, elle est politique. La justice économique fait intervenir une égalité stricte. C'est le donnant-donnant. Vous donnez une somme d'argent, vous obtenez l'objet valant cette même somme d'argent. La justice politique, elle, engendre une égalité de type proportionnel, c'est-à-dire qu'elle fait davantage intervenir, elle est plus proche, si vous voulez, du droit naturel. Elle fait davantage intervenir l'équité, égalité proportionnelle. Je vais prendre un exemple, l'imposition. Bon, on ne demande pas la même contribution financière à quelqu'un qui possède beaucoup et à quelqu'un qui possède peu. On module l'imposition en fonction pas seulement des revenus, mais de la possession financière. Donc ça nous semble tout à fait logique. Si l'égalité stricte prévalait dans l'imposition, du coup on serait en face d'une injustice. L'égalité serait l'équivalent d'une injustice. L'égalité n'est pas la justice. L'égalité est un moment de la justice. La justice est une fin en soi. L'égalité, pas nécessairement. Surtout pas du point de vue de la justice distributive, c'est-à-dire du point de vue de la politique. Alors, dans le cas d'un rapport entre chacun et la communauté, au travers de l'État, c'est la justice politique qui doit s'appliquer, pas seulement quand il s'agit de redistribuer les richesses aux moins nantis,
mais également quand il s'agit de faire intervenir les plus capables, c'est-à-dire de solliciter les gens susceptibles d'offrir davantage à la communauté. Dans le cas de l'impôt, ce sont bien sûr les plus riches, mais dans d'autres cas, ce sera les plus talentueux pour tel ou tel domaine, dans tel ou tel domaine, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'offrir le plus à la communauté. C'est toujours le point de vue de la communauté qui prime et pas celui des individus. Là est tout l'intérêt de la justice distributive, c'est-à-dire c'est un intérêt proprement politique. Il y a une sorte de, je dirais, une sorte de verticalité dans la mesure où il y a on fait intervenir une proportionnalité dans ce qui est dû à chacun. Donc une verticalité dans la justice distributive, il y a une horizontalité dans le donnant-donnant, dont témoigne, face à cela, la justice économique, ou justice commutative. Donc, ce schéma est valable, bien sûr, dans un monde où on reconnaît à la fois l'existence des individus et de l'entité communauté. Alors, du temps des Grecs, du temps de l'Antiquité gréco-latine, la communauté, c'était la cité. On avait affaire à des cités-États, et le citoyen, c'était avant tout un soldat, c'est-à-dire un homme capable de donner sa vie pour sauver sa cité, en dehors de laquelle il savait qu'il n'était rien. Il était l'élément d'un tout, il était prêt à se sacrifier pour sa cité. Le citoyen était avant tout un homme de devoir, et non un homme de droit. Bon, à l'époque moderne, la cité-État fait place à l'État-nation. On est passé de communautés de plusieurs dizaines de milliers d'individus à des communautés de plusieurs dizaines de millions d'individus. Et la communauté de nos jours, c'est plus la cité, mais c'est la nation. La nation, aujourd'hui, n'a pas bonne presse du tout. Mais c'est véritablement la plus grande communauté politique que l'humanité ait pu produire. Au-delà, c'est l'Empire. Au-delà des nations, on ne connaît que l'Empire. Et à l'heure actuelle, également. 3 petits points. La nation à mauvaise presse, pourquoi la nation à mauvaise presse, c'est-à-dire la communauté au travers de la nation, l'idée de communauté à mauvaise presse, pourquoi? Parce que si l'individu a des droits, à l'égard de la communauté, il a avant tout des devoirs. Et c'est dans le respect de ses devoirs qu'il mérite ses droits. C'est quelque chose qui est difficile à entendre à l'heure actuelle. Donc c'est déjà un mauvais point pour elle. De plus, la communauté nous dit, il y a nous, il y a les autres. C'est-à-dire qu'elle discrimine. La communauté admet, reconnaît, demande des frontières. Les frontières pour la communauté, c'est un petit peu comme la peau pour les individus. Sans elle, il n'y a rien. On ne se distingue pas, on ne possède aucune spécificité. Il faut une limite. Donc la communauté distingue entre nous et les autres. Il y a nous, il y a les autres qui ne font pas partie de cette communauté. Elle peut être poreuse, comme la peau, mais elle admet certaines limites. Enfin, autre point sombre du côté de la communauté, elle répond certes, comme je le disais tout à l'heure, aux besoins en redistribuant les richesses aux nécessiteux, mais elle admet également l'existence du mérite. Elle distribue également les places sociales en fonction des talents et des mérites. Et c'est de ce point de vue-là surtout qu'on la récuse. Enfin, l'ensemble de tous ces points négatifs fait qu'aujourd'hui, on ne parle pas réellement de communauté. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. On parle davantage de société. Je vais prendre maintenant une opposition politique qui accourt à notre époque pour illustrer ceci. Alors, je l'ai dit dans la première vidéo, je laisse tomber gauche-droite, c'est purement théâtral, ça ne sert à rien. Mais l'opposition entre le libéral et le socialisme dont je parlais au début est beaucoup plus pertinente. Elle a au moins une valeur historique. Alors, le libéral est réputé être individualiste. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît, il ne reconnaît pas l'existence à part entière des communautés, il ne reconnaît que l'existence des individus. Bon, les individus forment une société volontairement, dans leur intérêt bien compris. De ce point de vue, le libéral refuse de reconnaître la justice
la justice distributive, la justice politique. Il ne la reconnaît pas. Celle qui engendre une égalité proportionnelle, il ne la reconnaît pas. C'est pour ça qu'il s'opposera davantage à l'imposition telle qu'on la connaît que son cousin, le socialiste, qui, lui, reconnaît l'existence d'un semblant de communauté, j'y reviendrai encore, parce qu'il est davantage sensible aux besoins de solidarité, en général. Mais il est tout aussi individualiste parce que lorsqu'il fait appel à l'aide de l'État, c'est jamais au nom de la communauté. Jamais. C'est toujours au nom des individus les plus défavorisés. Alors c'est tout à son honneur, mais il est tout aussi individualiste que son ennemi préféré. Donc, on se rend compte que le socialiste n'est pas favorable ni à la communauté, ni à la justice distributive qui en découle, dans la mesure où il utilise cette justice distributive comme une justice redistributive, c'est-à-dire qu'il s'en sert pour redistribuer les richesses, mais surtout pas pour distribuer les places selon les talents. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il assume le côté qui égalise dans ce type de justice, il refuse totalement le côté qui hiérarchise davantage. Il fait un petit peu son marché. Tandis que le libéral, lui, assume pleinement son côté individualiste et ne reconnaît que la justice du donnant-donnant, la justice commerciale. Donc qu'est-ce que je vais vous amener à comprendre au travers de ce cours exposé? D'abord, que le souci de l'équilibre entre l'un et le multiple ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui, je n'invente rien, je me place dans une continuité historique qui a cours depuis plusieurs centaines et depuis plus de 2000 ans, du point de vue de la philosophie politique. Ensuite, que ceci implique que soit reconnue à la fois l'existence de l'individu et l'existence de la communauté. Alors, au temps de l'Antiquité, l'individu était souvent écrasé par la communauté. À notre époque, c'est la communauté qui est totalement récusée. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver dans cet équilibre entre l'individu et la communauté. Pour conclure, vis-à-vis de la problématique énoncée par Aristote, qui est un débat, je le répète, un débat constant, il faut prendre en compte et le besoin des individus de se construire en tant qu'individus, et le besoin d'un nécessaire entretien de la communauté, c'est-à-dire au moyen de références, de valeurs communes. Les choses en commun doivent être pensées, c'est le fondement, véritablement, de la chose politique. Donc j'espère vous avoir éclairé sur ce point, notamment sur l'importance de la justice politique, négligée à notre époque au profit de la justice totalement économique. Le libéral, je le répète, réduit la justice à sa portion congrue, son versant économique. Le socialiste, lui, fait un petit peu son marché à l'intérieur en adoptant non pas le point de vue du bien commun, mais celui de l'intérêt des plus faibles. Donc je développerai ces points, je pense, dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, si vous avez appris des choses, je vous invite à la partager massivement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de m'écouter et je vous dis à très bientôt.